les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement vrai pour les objets, ce sont nos applications, nos notifications, nos deadlines et notre travail. Le monde tourne trop vite. Tu ouvres les yeux et la journée t'arrive dessus avec toutes ces alertes et ce bruit continu. Malgré ça, il faut travailler, il faut avancer et tenir. Le problème, c'est que ça ne s'arrête jamais. Tu peux fermer le téléphone, couper les infos, partir très loin, mais à ton retour, le flux t'attend et souvent il est même pire. Alors, comment on survit sans s'écrouler ? Il ne s'agit pas juste de tenir, mais d'inventer un système, un cadre qui empêche d'être englouti, un mécanisme qui rend le monde gérable. Parce que sans système, on finit avalé par celui des autres. Pour commencer, on va parler de Buckminster Fuller, un inventeur et penseur du XXe siècle. Il avait une formule qui résume parfaitement notre problème. La Terre est un vaisseau spatial, mais livré sans manuel d'instruction. Quand tu achètes un nouvel appareil, tu trouves toujours un guide pour t'expliquer comment ça marche. Mais pour la vie, pour le monde dans lequel on est, il n'y a rien. Pas de manuel universel, pas de guide officiel. On arrive ici, on ouvre les yeux et tout est déjà en cours. Des règles sociales, des lois. Mais personne ne nous a vraiment expliqué comment naviguer dans tout ça. Je vous ai déjà donné énormément de clés dans mes vidéos pour essayer de se satisfaire du monde dans lequel nous évoluons. Comme je le dis souvent, de trouver un sens dans un monde qui n'en propose aucun. Je vous ai montré à quel point les choses étaient absurdes, mais jamais je n'ai vraiment parlé d'une chose essentielle. Construire un système qui permette d'avancer malgré tout. Alors, je vous arrête tout de suite, je ne vais pas vous vendre une méthode spéciale, l'époque dans laquelle nous vivons en propose déjà suffisamment, et ça serait très prétentieux de ma part de déclarer que j'ai trouvé une méthode qui pourrait tout régler. À la place, je vous propose des principes et des choses à mettre en place pour accepter le monde, s'adapter à lui et ne pas le subir. Libre à vous d'en faire ce que vous voudrez. Parce que si l'on comprend que le monde n'a pas de mode d'emploi, alors il ne reste qu'une seule solution, inventer le nôtre. À l'école, on apprend beaucoup de choses utiles, mais pas comment gérer une dépression, pas comment trouver un sens à son existence, pas comment affronter un monde saturé d'informations et de crises. Ce vide crée une situation étrange. Nous sommes tous les passagers d'un gigantesque vaisseau spatial appelé Terre, mais nous sommes aussi, qu'on le veuille ou non, les ingénieurs de notre propre survie. En clair, ça veut dire qu'on ne peut pas simplement attendre que quelqu'un d'autre nous fournisse ce manuel, on doit l'écrire nous-mêmes. Et ce n'est pas confortable, parce que ça demande une part de responsabilité. On peut choisir la manière dont on structure nos vies, ce qu'on considère comme prioritaire, et le système qui nous permettra de tenir sur le long terme. Certains inventent leur propre guide en s'appuyant sur la philosophie, une discipline de pensée, comme le stoïcisme ou le bouddhisme par exemple. Certains créent des systèmes très concrets, basés sur des routines et des outils. Il y en a également beaucoup qui errent sans cadre, en espérant que les réponses viendront d'elles-mêmes. Il existe aussi la religion, mais je ne la mettrai pas au même plan que celui d'un guide. C'est plutôt la grande fiction de l'idéal ascétique, un style qui rassure la lassitude plus qu'il n'éclaire la vie. Le guide se fonde sur l'examen et reste révisable. La religion revendique une légitimation supérieure étant à l'irréfutable. La religion promet un salut. Le guide n'offre qu'une orientation locale, une manière de traverser le réel sans l'enchanter de force. La religion peut relier et élever, mais elle s'impose comme une loi. Un guide, lui, reste vivant, il se transforme et s'ajuste. Consentir au réel sans s'y soumettre et préférer l'honnêteté du provisoire à la paix trompeuse de la certitude. Ce qui est frappant, c'est que dans tous les cas, il y a un besoin profond de structure. Personne ne peut survivre longtemps dans le chaos total. Même les esprits les plus libres finissent par s'inventer un cadre, une logique ou des repères. Fuller avait vu juste parce que nous sommes obligés de penser notre vie comme une construction. Et comme pour toute construction, si tu ne prends pas le temps de dessiner un plan, eh bien tu finis par bricoler n'importe comment. Et un jour, tout s'écroule. Alors, inventer un système pour survivre au monde, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Parce que, sans mode d'emploi, sans plan pensé pour nous-mêmes, nous risquons de rester prisonniers des systèmes créés par les autres, qu'il s'agisse des algorithmes ou des attentes sociales. Inventer un système personnel n'a rien à voir avec un dogme ou une illusion consolante. Ça ne cache pas l'absurde, mais organise la réponse qu'on lui oppose.
C'est une méthode expérimentale, on formule des règles modestes, on observe ce que ça produit et on garde ce qui aide, on retire ce qui abîme. On évite les prisons mentales et on cherche un cadre qui protège, motive et laisse respirer. L'humain est un être d'exercice. Chaque époque s'invente ses entraînements, certains visibles et d'autres secrets. On ne devient pas soi par accident, on devient soi par gestes répétés. Beaucoup avons-nous l'avez compris. Survivre ne se joue pas seulement dans la force ou la chance, mais dans la capacité à donner une forme à ses journées. Si on regarde Benjamin Franklin par exemple, au-delà du politique et du scientifique, c'était un obsédé de la discipline. Il s'était créé un tableau de 13 vertus qu'il cochait chaque soir. Une sorte de jeu avec lui-même. Des règles simples qui servaient de guide. Un système personnel pour progresser régulièrement. D'autres cadres sont nés collectivement. Les monastères, en temps de guerre et de famine, offraient un ordre. Lever à heure fixe, prière, travail, silence, copie. Cette régularité ne visait pas la performance, mais plutôt la préservation. Apprendre et transmettre quand tout dehors se disloquait. Des règles dures certes, mais qui rendaient habitable un monde qui ne l'était plus. Je peux aussi vous citer le Bushido des samouraïs, avec la loyauté et l'honneur. Il y a d'innombrables exemples comme ça, je vous laisserai faire vos petites recherches. Peter Sloterdijk disait dans son livre « Tu dois changer ta vie » : les hommes sont sans exception des infirmes et ils ont chacun motif et prétexte à concevoir leur existence comme une incitation à pratiquer des exercices correctifs. En gros, ça veut dire que nous prenons notre existence comme un programme d'entraînement et que jour après jour, nous essayons de corriger nos biais et nos faiblesses. Tout ce qu'on fait dans la vie peut être considéré comme un entraînement ou des exercices, et la plupart d'entre eux sont invisibles. Je vous donne un exemple. Les algorithmes, le scroll, les réponses réflexes à des notifications, ce sont bien des exercices, mais ils sont subis. Ils sculptent notre attention, nos priorités et finissent par contrôler notre humeur. Ils nous entraînent, mais à quoi ? D'où le mouvement inverse, reprendre conscience de ces entraînements et les choisir. Appelons système ce qu'il est, un ethos, une manière d'habiter le monde. Si je devais décrire le mien en quelques mots, je dirais que je protège la lucidité et la création, je refuse l'anesthésie du bruit, je cultive la vérité, la sobriété et le courage. C'est un peu comme une boussole, parce que sans elle, on finit par optimiser du vide. Bon, concrètement, ça veut dire quoi ? Protéger la lucidité et la création, c'est sacraliser un moment à soi où tu ne dois rien à personne et où tu produis quelque chose qui te fait grandir, même si ça paraît insignifiant. Ensuite, refuser d'être anesthésié par le bruit en créant un filtre permettant d'avoir le droit d'ignorer. Cultiver vérité, sobriété, courage et préférer les outils simples qui laissent la main et choisir parfois la difficulté juste plutôt que le confort abrutissant. Il ne faut pas oublier qu'un système qui tient se corrige. Tu vises et tu ajustes. Si une règle n'aide pas, il faut l'acheter. Si un principe te raidit, tu l'assouplis. Sans cette élasticité, le cadre se retourne contre toi. Il n'élève plus, il endort. C'est le risque de devenir le dernier homme. Et d'ailleurs, parlons-en de celui-ci. Le dernier homme renonce au risque et s'installe dans un petit confort permanent. Nietzsche disait, dans Ainsi parlait Zarathustra, « Nous avons inventé le bonheur, diront les derniers hommes, et ils cligneront de l'œil. » Aujourd'hui, on sait très bien produire ce confort. On se sent occupé, mais rien n'avance vraiment. C'est là que le danger apparaît. Un système personnel peut devenir un cocon. À force de simplifier, d'optimiser, on finit par s'anesthésier. On perd la hauteur et la prise de risque qui font grandir. Petit bien-être et zéro risque égale aucune élévation. Ivan Illich a mis des mots précis sur ce piège. Nos dispositifs techniques promettent l'autonomie, puis ils nous dépossèdent. Un outil est bon tant qu'il élargit nos possibilités et reste à notre mesure. Il devient mauvais quand il décide pour nous. En fait, ils deviennent des environnements qui nous formatent, plutôt que des outils que l'on manie. Illich prenait des exemples très concrets. La voiture d'abord, au début elle libère. Aller plus loin, aller plus vite, mais quand tout un pays s'organise autour de la voiture, elle crée ses propres contraintes. Les routes, distances allongées, embouteillages, le temps de travail pour la payer, pour l'assurer, pour la réparer aussi. Résultat paradoxal, on passe plus d'heures à servir la voiture qu'à se déplacer librement. L'école ensuite. Elle devait démocratiser le savoir, elle a aussi inventé un système de diplôme qui devient un monopole radical. Sans titre, pas d'accès. On confond alors apprendre avec être scolarisé.
le dispositif finit par définir ce qu'est la connaissance et par exclure ce qui n'entre pas dans sa forme. Et enfin, l'hôpital. Il soigne, bien sûr, mais Illich montre comment la médicalisation peut glisser, déléguer toute responsabilité à l'institution, créer de l'iatrogénèse, c'est-à-dire des maux produits par le soin lui-même. Le système dépasse son rôle, se substitue à notre capacité à nous prendre en charge. Son critère pour juger un outil est la convivialité. Un outil est bon s'il élargit la marge d'action de chacun, s'il reste maîtrisable, réparable et appropriable. Il devient mauvais quand il nous impose son rythme. Du coup, se construire un système pour survivre peut tomber dans le même piège. On commence avec quelques routines pour se protéger du chaos et, sans s'en rendre compte, on fabrique une petite machine qui nous condamne. On passe plus de temps à organiser qu'à vivre, à optimiser qu'à créer. Le test d'Illich aide à rester lucide. Un système est viable s'il reste à ta mesure. Est-ce que tu peux l'expliquer en 2 minutes, le modifier sans briser toutes les bases, le mettre en pause une semaine sans culpabiliser? Est-ce que tu peux sortir du dispositif sans perdre ta vie entièrement? Si la réponse est non, c'est qu'il a pris trop de place. Un autre point où il faut être vigilant, c'est le coût de l'outil, par rapport à la valeur créée. Si tu passes 20 minutes à paramétrer une application pour gagner 5 minutes de travail, eh bien tu perds. Et à partir de là, on retrouve la loi de Goodhart. L'indicateur transformé en but dévore le sens de l'activité. Par exemple, devoir lire un livre très rapidement sans le comprendre. I'm the fastest reader in the world. I read a 1,679 pages book within 2 seconds. Go on. A l'inverse, méfie-toi du système héroïque surdimensionné, qui t'impose des standards impossibles et t'épuise. La bonne échelle est celle où tu gardes la main, tu comprends les règles, tu peux les adapter. Un truc qui pourrait aider, c'est le stoïcisme. Je fais un petit rappel parce que j'ai déjà fait une vidéo dédiée. Prenons Épictète qui distingue ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Si on prend mon exemple avec YouTube, les vues d'une vidéo ne dépendent pas de moi. Me documenter, écrire, publier, améliorer, ça oui. Un retard de quelqu'un ne dépend pas de moi. Prévenir, ajuster, reprendre, ça oui. Moins d'agitation inutile, plus d'énergie là où j'ai prise. Et ça recolle parfaitement avec Illich. Garder les outils à ma mesure, garder mes affects à ma mesure. Il faudrait garder 3 réflexes simples. Est-ce que mon système m'aide vraiment cette semaine ou est-ce qu'il me fait tourner en rond? Ensuite, si une règle n'a pas d'effet visible en 15 jours, il faudrait la supprimer. Et enfin, prévoir explicitement comment tu coupes tout pendant quelques jours. Si tu as un voyage ou une maladie sans que ta vie s'effondre. L'objectif, c'est de protéger une zone d'autonomie, dans un monde qui te pousse sans cesse à déléguer ta volonté à des structures plus grandes que toi, comme les procédures ou les agendas des autres. En fait, c'est tout bête. Ton système est-il ton outil, ou es-tu devenu son rouage? Et justement, c'est là qu'intervient la question des outils qu'on choisit, et j'en ai découvert un qui pousse ce raisonnement encore plus loin. Et pour illustrer ça concrètement, voici celui que j'utilise. Eclipse. L'idée, c'est de transformer ton système en un cadre stimulant qui reste à ta mesure. J'ai choisi de faire ma première collaboration commerciale avec Eclipse parce que leur approche correspond exactement à ce que je viens de développer. Eclipse, c'est un outil de productivité qui gamifie votre vie. Créé par N, que vous connaissez peut-être, il était étudiant en droit et pour réussir le concours d'avocat, il a créé un système qui lui donnait envie de travailler plus car il procrastinait et manquait de motivation. Avec Eclipse, vous progressez dans votre vie comme dans un jeu, avec de l'XP, des niveaux et des titres quand vous validez un objectif, une tâche ou une habitude. Eclipse inverse la logique classique. Il transforme l'addiction à la dopamine que vous avez dans les jeux ou les réseaux sociaux en moteur de progression pour vos études, votre travail, vos projets. Il y a même un système de build de compétences qui vous permet de vous concentrer sur une compétence en particulier, que vous pouvez ensuite combiner avec d'autres. Par exemple, lecture, éloquence, sport et sommeil vont bien ensemble. Maintenant, ce truc en plus qui fait la diff, vous avez un assistant, Prométhée, qui comptabilise automatiquement vos heures passées à bosser en rejoignant simplement un Discord où plus de 5000 personnes étudient ensemble. C'est satisfaisant, motivant et vous aurez accès à un classement. N m'a donné un code de moins 30%. Le code c'est système, ça ne durera pas longtemps, le lien est en description. Bon, maintenant,
L'idée, c'est de reprendre la main sur ce que tu laisses entrer. Chez Pascal, le divertissement, ce n'est pas un objet en particulier, c'est une façon de fuir. Je vais prendre l'exemple classique du téléphone, qui peut servir à ne pas regarder ce qu'on ressent. Aujourd'hui, il tient dans ta poche, se recharge la nuit, et il te parle avant même que tu aies ouvert les yeux. Tu t'assois et déjà le flux choisit pour toi, ce que tu vas voir et sentir. C'est ça le problème, quand le flux décide à ta place. Simone Veil propose l'inverse, l'attention. Ne pas se forcer à se concentrer en serrant les dents, mais plutôt rester avec une seule chose ou une personne sans chercher à en tirer quelque chose tout de suite. Par exemple, écouter un ami jusqu'au bout, regarder vraiment ce que tu as devant toi. 2 petites questions aident à y voir plus clair. Premièrement, qui choisit, toi ou le flux? Et deuxièmement, est-ce que ça se termine? Si c'est toi qui choisis et que ça a une fin, tu es du côté de l'attention. Sinon, tu es reparti dans la fuite. J'ajouterai un petit bonus à ce principe qui serait de demeurer sans vouloir. Par moments, laisser le monde redevenir une image. Schopenhauer rappelait que par instant, on peut laisser la volonté se mettre en sourdine et regarder la chose pour elle-même. Les feuilles d'un arbre dansant au gré du vent, un détail du monde qui nous ancre dans l'instant et nous apporte la paix par pure contemplation. D'ailleurs, c'est pour moi la chose la plus simple à pratiquer dans notre système. Il disait également « La vie oscille comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui ». Je pense que c'est la citation la plus connue et la plus célèbre que vous connaissez quasiment tous. En gros, quand on désire, on souffre, et quand on obtient, on s'ennuie. Certains seront d'accord avec ce fait, mais soyons un peu plus optimistes en prenant une réflexion de notre bon vieux Spinoza. Il dit que la joie est un passage, c'est le moment où notre puissance d'agir augmente. Et l'ennui, à l'inverse, signale une puissance basse, un manque d'orientation. Ce n'est pas une fatalité, mais plutôt un signal qui réveille le conatus, c'est-à-dire l'élan, le désir qui nous pousse naturellement à persévérer et à nous améliorer. Vu comme ça, l'ennui n'est pas l'ennemi, c'est le déclencheur. Il montre le manque et ce manque réoriente le désir. Donc à partir de là, l'oscillation n'est plus une condamnation. Après tout ce qu'on a vu, la suite serait presque logique. Donner du temps à ce qui nous augmente sans performer, mais pour tenir davantage dans le réel. L'attention t'a mis devant les choses, maintenant il faut rester assez longtemps pour que quelque chose arrive. On confond souvent passer du temps et donner du temps. Passer, c'est laisser couler. Donner, c'est offrir un morceau net de ta journée à quelque chose qui compte. Dans la vie réelle, ça prend la forme d'un créneau, presque toujours au même moment. Pas besoin que ce soit créatif ou productif, quand le moment commence, tu entres dedans. Quand il finit, tu en sors. Et si tu es dans le flow, tu peux être présent dans ce moment un peu plus longtemps. Mais il faut néanmoins respecter la sortie, car elle donne envie de revenir le lendemain. La durée se construit sur ce désir de retour. On a le réflexe de juger ce moment à ce qu'il produit, mais je dirais plutôt qu'il faut le juger à ce qu'il te fait. Parfois, le résultat est maigre. Il peut aussi n'en avoir aucun. La durée n'obéit pas à la logique d'un distributeur dans lequel tu mets une pièce dedans. Ça ne rend pas toujours tout de suite. Pose-toi une question. Qu'ai-je compris aujourd'hui que je ne voyais pas hier? Ça peut être une broutille, mais parfois la clé pour résoudre un souci. Mais dans les deux cas, ça aligne ton système avec ce que tu as fait. Pour améliorer ça, tu peux ancrer la durée dans un environnement dédié et une heure précise. Mais attention, ne sacralise pas trop ce moment et laisse parfois un jour de repos. Ce vide volontaire maintient la discipline et laisse un peu de place au chaos, à l'imprévu. On ne construit pas une prison, on crée un lieu où revenir. Parce qu'un système qui n'encaisse pas l'imprévu est un château de cartes. Un système tient quand il a des règles internes stables malgré le tumulte dehors. Tu ne peux pas calmer le monde, tu peux décider de tes règles dedans et c'est assez pour rendre ta journée durable. Tout ça peut être un peu abstrait, je vous l'avoue, mais je ne suis pas là pour vous donner une vérité absolue. Je vous guide avec ce que je pense juste, avec mes failles d'humain et ma perception du monde. Quelqu'un sur Insta m'a envoyé un message qui disait « Que faire ? Que faire dans ce monde où tout est éphémère et risque de s'effondrer à tout moment ?» Je répondrai simplement « Protéger la lucidité et la création, refuser l'anesthésie par le bruit, cultiver la vérité, la sobriété et le courage, et surtout, vivez à la mesure. Un système n'explique pas le monde, il nous donne la tenue pour l'habiter et la liberté de le jeter quand il n'aide plus. Si je ne peux pas calmer la mer, alors je réglerai mon navire.